Elle enterra son bébé par un matin de juin, mais 3 jours plus tard, le lait lui montait encore au sein, chaud et douloureux. De l'autre côté de la propriété, dans un grand château cerné de platanes centenaires, un homme puissant arpentait les couloirs, tenant une nouveau-née qui pleurait de faim, inconsolable, car sa mère, qui aurait dû la nourrir, était partie pour toujours durant l'accouchement. C'est l'histoire de la rencontre de 2 tragédies dans une région rurale de Provence en 1928, et comment le destin a tissé un lien impossible entre une blanchisseuse veuve et un baron, grand propriétaire terrien, dont la route n'aurait jamais dû croiser la sienne. Ce que vous êtes sur le point d'entendre touchera votre cœur d'une manière inattendue, car parfois, la vie nous enlève tout pour nous donner quelque chose dont nous ignorions avoir besoin. Avant de poursuivre, assurez-vous d'être abonné à la chaîne et écrivez en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. La terre ocre de la campagne provençale était encore humide de la pluie de l'aube lorsque Clara revint du petit cimetière du village. Ses pieds nus laissaient des traces dans la boue du chemin menant à la modeste chaumière en terre battue où elle vivait avec sa mère, Madame Annette, une femme d'une 60aine d'années dont le dos était courbé à force de laver le linge des autres. Le silence à l'intérieur de la maison était différent du silence d'avant. Ce n'était pas la quiétude de l'attente, c'était le vide absolu de l'absence. Le berceau de Félix, que Clara avait tressé pendant les 9 mois de sa grossesse, restait dans un coin de la chambre, avec sa petite couverture en coton brut, disposée avec le même soin que d'habitude, comme si le bébé allait revenir à tout moment. Mais le bébé ne reviendrait pas. Le petit Gabriel était né sans vie, la nuit précédente, après un accouchement qui avait duré presque toute une journée. La sage-femme, Madame Olympe, une femme réputée dans toute la région, avait fait tout ce qu'elle pouvait. Mais quand l'enfant était finalement sorti, il n'était pas venu avec ce cri que toute mère espère entendre. Seul le silence était venu, un silence qui habitait maintenant Clara comme un hôte indésirable, sans intention de partir. Elle avait 23 ans, était veuve depuis 6 mois, depuis que son mari, Antoine, était mort de la typhoïde. Et maintenant, elle était mère d'un enfant qui n'avait jamais respiré. La vie semblait s'être acharnée à lui arracher tout ce qui avait de la valeur. Clara s'assit au bord du lit étroit, sentant son corps endolori par l'accouchement récent. Ses mains, calleuses à force de frotter le linge sur les pierres de la rivière, se posèrent sur son ventre désormais vide. C'était étrange de sentir cet espace où, pendant des mois, une vie avait habité. Son corps ne comprenait pas la tragédie. Son corps continuait de se préparer à être mère. Le lait avait commencé à monter au cimetière, et pendant l'enterrement, Clara sentit cette piqûre aiguë dans ses seins, la sensation de lourdeur, le picotement qui précédait la montée du lait. Elle serra ses bras contre sa poitrine, essayant de contenir cette douleur physique qui s'ajoutait à la douleur de l'âme. Madame Annette entra dans la chambre, apportant une tasse de tisane de mélisse, ce remède maison censé calmer les nerfs, bien que Clara sût qu'il n'y avait pas de tisane au monde, capable de guérir ce qu'elle ressentait. « Tiens, ma fille, » dit la mère, la voix rauque, à force de pleurer. « Il faut que tu gardes tes forces. » Clara accepta la tasse, plus pour faire plaisir à sa mère que par envie. Le liquide tiède descendit sa gorge, sans saveur aucune. Tout semblait sans saveur. « Maintenant, ta poitrine te fait mal ?» demanda Madame Annette, remarquant comment sa fille se recroquevillait. « Le lait monte, maman !» répondit Clara à voix basse, presque avec honte, comme si c'était une faute que son corps continue de fonctionner alors que le bébé n'était plus là. La mère la regarda avec tristesse. Elle connaissait cette douleur. Elle avait perdu 3 enfants avant la naissance de Clara, tous encore nourrissons. Elle savait exactement ce que c'était d'avoir le corps préparé à nourrir une vie qui n'existait plus. « Je vais chercher des feuilles de chou pour faire des compresses, » dit Madame Annette. « Ça aide à sécher le lait plus vite. » Mais avant qu'elle ne puisse sortir, de forts coups à la porte firent les 2 femmes se regarder effrayées. Les visites n'étaient pas courantes, surtout pas un jour comme celui-ci où tout le village savait que la maison était en deuil. Madame Annette
alla à la porte et l'ouvrit doucement. Dehors se tenait Gaspard, le contremaître du domaine de Saint-Augustin, la plus grande propriété de la région. C'était un homme d'une quarantaine d'années, maigre et sérieux, qui descendait rarement au village. « Madame Annette, dit-il, ôtant son chapeau de paille dans un geste de respect. Pardonnez-moi de venir à une pareille heure, mais c'est urgent. Je dois parler à vous et à Madame Clara. » La vieille blanchisseuse fronça les sourcils. « Gaspard, ma fille vient d'enterrer son propre enfant. Ce n'est pas le jour pour les affaires. Je sais, Madame Annette, et j'en suis vraiment désolé, mais je ne suis pas venu pour une affaire ordinaire. » Il regarda à l'intérieur de la maison, voyant Clara assise sur le lit, pâle, les yeux gonflés. « Je suis venu parce qu'une vie dépend de la réponse que vous me donnerez, mesdames. » Clara se leva lentement, se tenant au mur pour ne pas chanceler. Le vertige de l'accouchement l'accompagnait encore. « Quelle vie, monsieur Gaspard !» Le contremaître entra dans la maison, tordant son chapeau entre ses mains. Son malaise était visible dans chacun de ses mouvements. « C'est la petite du baron, Madame Cécile, que Dieu ait son âme, est décédée en couche avant-hier. L'enfant est né, mais la mère n'a pas surviste. La petite pleure de faim depuis. Nous avons essayé de lui donner du lait de chèvre, du lait de vache, mais elle recrache tout. Elle s'affaiblit. Le baron est désespéré. » Le silence qui tomba sur la chaumière fut pesant. Clara sentit sa poitrine battre, comme si son propre corps répondait à l'appel d'un bébé affamé. « Le baron vous a-t-il envoyé ici ?» demanda Madame Annette méfiante. « Non, avoua Gaspard. Le baron ne sait même pas que je suis venu, mais je connais Madame Clara depuis qu'elle est petite. Je sais qu'elle vient de perdre son enfant. Je sais qu'elle a du lait. » Il regarda directement Clara, les yeux suppliants. « Cette petite va mourir si elle ne t'aide pas rapidement, et vous êtes la seule femme de la région qui a eu un enfant récemment. » Clara s'appuya sur la table, sentant ses jambes fléchir. Le destin était cruel, cruellement parfait dans son ironie. Elle avait du lait en abondance et pas d'enfant à nourrir. Le baron avait une fille affamée et pas de mère pour la nourrir. « Je ne peux pas, » murmura-t-elle. « Je n'ai pas la force. » Madame Annette se plaça entre le contremaître et sa fille, comme une lionne protégeant son unique petit survivant. « Gaspard, vous êtes un homme bon. Vous l'avez toujours été, mais vous en demandez trop à ma fille. Elle tient à peine debout. » Le contremaître hocha la tête, la culpabilité évidente sur son visage ridé par le soleil. « Je sais, Madame Annette, s'il y avait un autre moyen, je ne serais pas ici. Mais il n'y en a pas. Nous avons envoyé chercher une nourrice en ville, mais avec cette pluie des dernières semaines, la route est impraticable. Il faudra au moins une semaine avant que quelqu'un puisse arriver ici. »« Une semaine que la petite n'a pas, » dit Clara à voix basse, plus pour elle-même que pour les autres. Gaspard fit un pas en avant. « Je ne suis pas venu pour vous demander de déménager au domaine, ni rien de tel. Je sais que ce ne serait pas convenable, et le baron est un homme de respect. Je suis juste venu demander si vous ne pourriez pas y aller 1 ou 2 fois par jour, juste pour allaiter l'enfant, jusqu'à ce que la nourrice arrive de la ville. » Clara ferma les yeux. L'image du petit Gabriel immobile dans ses bras était encore si fraîche dans son esprit qu'elle semblait s'être produite il y a quelques minutes, pas des heures. Comment pourrait-elle prendre un autre bébé dans ses bras? Comment pourrait-elle offrir son lait, ce lait qui aurait dû être celui de son fils, à la fille d'un homme riche qu'elle n'avait jamais vu de près? Mais alors elle se rappela la douleur dans ses seins, le lait qui continuait de couler, tachant sa chemise de nuit. Ce lait n'avait plus de propriétaire. Ce lait était là, inutile, un gâchis de la nature. Combien le baron offre-t-il ? Demanda Madame Annette, toujours pratique, même dans les pires situations. Gaspard hésita. Il ne sait pas que je suis venu ici, donc nous n'avons pas discuté de paiement. Mais le baron est un homme juste, il compensera bien. Ce n'est pas une question d'argent, interrompit Clara, ouvrant les yeux et regardant directement le contremaître. C'est une question de « je ne sais pas si je supporte de regarder un bébé vivant alors que le mien est mort. »
La sincérité crue de la réponse fit baisser les yeux à Gaspard. Il savait qu'il demandait l'impossible. Il demandait à une mère en deuil de devenir source de vie pour un autre enfant, et comme si la douleur pouvait être simplement repoussée au nom d'un acte de charité. « Je comprends, Madame Clara, » dit-il finalement. « Excusez-moi d'être venu vous déranger en ce moment. C'était de l'insensibilité de ma part. » Il se tourna pour partir, remettant son chapeau sur sa tête, mais avant qu'il n'atteigne la porte, Clara parla. « Comment va-t-elle » Gaspard s'arrêta, se retournant lentement. « La petite, oui, comment va-t-elle » Le contremaître soupira profondément. « Elle est très faible, Madame Clara. Elle pleure tout bas maintenant. Elle n'a même plus la force de pleurer fort. Le baron est comme un fou, marchant dans la chambre avec elle dans les bras, essayant de la faire dormir. Mais la faim ne la laisse pas. C'est déchirant. » Clara sentit quelque chose bouger en elle. Ce n'était pas exactement de la compassion, c'était quelque chose de plus primitif, de plus instinctif. C'était son corps qui répondait aux cris d'un bébé, n'importe quel bébé. La nature ne comprend pas les tragédies personnelles. La nature sait seulement que quand il y a du lait et qu'il y a la faim, ils doivent se rencontrer. « Maman, » dit-elle, se tournant vers Madame Annette, « va chercher mon châle. » La vieille écarquilla les yeux. « Clara, tu ne penses pas à... » « Je ne pense à rien d'autre qu'à un enfant qui meurt de faim alors que j'ai du lait en trop. Ce n'est pas à propos du baron, ce n'est pas à propos d'argent, c'est à propos de ce qui est juste. » Madame Annette connaissait assez bien sa fille pour savoir quand discuter était inutile. Quand Clara prenait une décision basée sur ce qu'elle pensait être juste, rien ne la faisait changer d'avis. C'était une obstination qu'elle avait héritée de son père, un homme aux principes rigides qui était mort en défendant l'honneur d'un ami des années auparavant. La mère alla chercher le châle de laine usé et le posa sur les épaules de sa fille. « Au moins, laisse-moi t'accompagner. »« Non, » dit Clara avec fermeté, « tu restes ici et tu te reposes. Tu as déjà trop souffert avec moi. J'y vais, je fais ce qu'il faut faire et je reviens. » Gaspard était toujours arrêté à la porte, ne croyant pas ce qu'il entendait. « Vous êtes sûre, Madame Clara ?»« Sûre. Je ne suis sûre de rien d'autre dans cette vie, » répondit-elle en nouant son châle. « Mais je sais que je ne pourrai pas dormir en sachant que j'ai laissé un enfant mourir de faim alors que j'aurais pu faire quelque chose. » Et ainsi, les jambes encore tremblantes de l'accouchement et le cœur brisé par le deuil, Clara sortit de la maison pour la deuxième fois ce jour-là. La première fois, c'était pour enterrer son fils, la seconde serait pour tenter de sauver la fille d'un étranger. Le chemin jusqu'au domaine de Saint-Augustin prenait environ 40 minutes à pied. Gaspard offrit la mule qu'il avait amenée, mais Clara refusa. Elle avait besoin de ce temps pour organiser ses pensées, pour préparer son cœur à ce qu'elle était sur le point de faire. L'après-midi tombait lentement sur les vignobles, qui s'étendaient à perte de vue. Les feuilles vertes brillaient humides de la pluie récente. L'odeur de la terre mouillée se mêlait à l'arôme sucré des fleurs de vigne, qui restaient encore sur les sarments. Clara n'était jamais entrée dans le château du domaine. Elle était passée devant des dizaines de fois au cours de sa vie, regardant toujours de loin cette imposante bâtisse à 2 étages, avec ses colonnes blanches et ses larges vérandas. C'était un monde complètement différent du sien, un monde de luxe et de pouvoir qui semblait exister dans une autre dimension. « Le baron sait que je viens » demanda-t-elle à Gaspard pendant qu'il marchait. « Non, j'ai pensé qu'il valait mieux vous amener d'abord. Le baron est un homme fier. Si je lui avais demandé la permission avant, il aurait probablement dit non. Mais avec la petite telle qu'elle est, il ne refusera pas d'aide. » Clara hocha la tête, comprenant la stratégie. Les hommes riches avaient la fierté comme bouclier, mais l'amour pour leurs enfants était une armure que tout père, riche ou pauvre, revêtait de la même manière. Quand ils traversèrent enfin le portail de fer du domaine, Clara sentit le poids de ce monde différent. Les jardins étaient immenses, avec des fleurs dont elle ne connaissait même pas le nom. La fontaine au centre du jardin avait des anges de marbre qui déversaient une eau cristalline.
Tout était grand, propre, organisé, si différent de sa chaumière au sol en terre battue. Ils entrèrent par la porte latérale, la porte de la cuisine, par où entraient les gens modestes. À l'intérieur, la cuisine était plus grande que toute la maison de Clara. Des casseroles de cuivre pendaient au mur, un immense fourneau à bois occupait un coin et une table en bois massif dominait le centre. Une femme noire d'une 50aine d'années, avec un tablier blanc impeccable, se retourna en les entendant entrer. C'était Rose, la cuisinière en chef du domaine. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant Clara. « Gaspard, qu'est-ce que tu fais à amener une visite par la cuisine? Et juste aujourd'hui. » « Rose, c'est Madame Clara. Elle est venue aider avec la petite. » La cuisinière fronça les sourcils. « Aider comment? »« Elle a du lait, elle vient d'avoir un enfant. » Le visage de Rose s'adoucit instantanément. Elle s'approcha de Clara, la regardant avec un mélange de compassion et d'espoir. « Ma petite, vous êtes disposée à allaiter la petite Isabelle? » « Isabelle ?» La petite avait un nom. Cela la rendait réelle. Pas seulement une idée abstraite de la fille du baron. C'était Isabelle, une enfant avec sa propre identité qui luttait pour survivre à ses premiers jours de vie. « Je suis venue pour ça, » répondit Clara, la voix plus ferme qu'elle ne se sentait à l'intérieur. Rose fit le signe de croix. « Que Dieu vous bénisse, ma fille. Cet enfant a besoin d'un miracle, et vous pouvez être ce miracle. » À ce moment, ils entendirent des pas lourds venant du couloir. Un homme entra dans la cuisine, et Clara sut immédiatement qui c'était, même sans avoir jamais vu le baron Augustin de Montaigne de près. Il était grand. Il devait avoir environ 35 ans, avec des cheveux sombres, légèrement grisonnants aux tempes. Il portait des vêtements fins, même à la maison, un pantalon de lin et une chemise blanche avec les boutons supérieurs ouverts. Mais ce qui frappa le plus Clara, ce furent ses yeux. C'étaient des yeux enfoncés, cernés d'oculaires sombres, des yeux d'un homme qui n'avait pas dormi depuis des jours, des yeux dévastés par la perte et le désespoir. Il tenait un paquet de couvertures dans ses bras, et de l'intérieur venait un faible sanglot, presque un gémissement. Le baron s'arrêta en voyant une étrangère dans sa cuisine. « Gaspard, qui est cette femme ?» Le contremaître se redressa. « Baron, c'est Madame Clara. Elle est venue offrir son aide pour la petite Isabelle. » Les yeux du baron se plissèrent. Quel genre d'aide? Avant que Gaspard ne puisse répondre, Clara fit un pas en avant. Elle était intimidée, oui, mais il y avait quelque chose de plus grand que la peur qui opérait en elle maintenant. « Monsieur le baron, j'ai du lait. Je viens d'avoir un enfant qui n'a pas survécu. J'ai entendu dire que votre fille a besoin d'une nourrice. Je suis venu m'offrir. » Le silence qui suivit fut lourd. Le baron la regarda comme s'il évaluait chaque mot, chaque intention. Clara garda le regard ferme, même en sentant ses jambes trembler sous sa jupe de coton. « Vous venez de perdre un enfant et vous êtes venu offrir votre lait au mien ?» demanda-t-il, la voix chargée d'une émotion que Clara ne put identifier. C'était de la méfiance, de la gratitude, de l'incrédulité. « Mon fils n'a plus besoin de moi, » répondit-elle, la voix un peu défaillante. « Mais votre fille a besoin de quelqu'un. J'ai ce dont elle a besoin pour vivre. Ce serait mal de laisser cela se perdre. » À ce moment, le cri du bébé devint plus fort, plus désespéré. Le baron regarda le paquet dans ses bras, puis Clara de nouveau, et elle vit là, dans ses yeux d'homme puissant, la même vulnérabilité qu'elle ressentait. Il était un père qui ne savait pas comment sauver sa fille, et elle était une mère aux bras vides et au sein plein. Le destin n'aurait pas pu être plus chirurgical dans sa cruauté et sa générosité. Le baron Augustin regarda Clara un long moment, comme s'il essayait de déchiffrer une énigme impossible. Elle pouvait voir la bataille se dérouler derrière ses yeux fatigués, une guerre entre la fierté d'un homme qui avait toujours tout résolu seul et le désespoir d'un père qui voyait sa fille dépérir heure après heure. « Rose, dit-il finalement, sans quitter Clara des yeux, préparez le petit salon, apportez de l'eau tiède et des serviettes propres. » La cuisinière sortit en courant, soulagée d'avoir quelque chose de pratique à faire.
Gaspard se retira également discrètement, sachant que sa présence n'était plus nécessaire. Il ne resta que Clara et le baron dans cette immense cuisine, le faible sanglot du bébé résonnant entre eux. « Venez avec moi », dit le baron, sa voix plus douce maintenant. Clara le suivit par de larges couloirs, passant devant des meubles en bois noble et des tableaux au cadre doré. Ses bottines usées faisaient un bruit étrange sur le parquet, si différent du sol en terre battue de sa maison. Elle se sentait complètement déplacée, comme un oiseau des champs pris dans une cage de luxe. Le petit salon, ironiquement, était plus grand que toute la maison de Clara. Il y avait des canapés en velours vert foncé, une cheminée en marbre et de hautes fenêtres avec des rideaux en dentelle. Rose avait déjà préparé une chaise confortable près de la fenêtre et laissé une bassine d'eau tiède sur une petite table latérale. Le baron s'arrêta au milieu du salon, tenant toujours le bébé. Pour la première fois, Clara put voir le petit visage de la fillette. Isabelle avait la peau très pâle, presque transparente, avec des veines bleuâtres visibles aux tempes. Ses lèvres étaient sèches et légèrement violettes. Elle pleurait, mais c'était un pleur sans force, le pleur de qui n'a plus d'énergie même pour exprimer sa propre souffrance. Clara sentit sa poitrine réagir immédiatement. Le lait descendit avec force, une piqûre aiguë qui la fit réprimer un gémissement. Son corps reconnaissait la fin de cet enfant, même si son esprit luttait encore contre ce qu'elle était sur le point de faire. « Elle a 2 jours, dit le baron, la voix nouée. Née à l'aube, jeudi. Ma femme Cécile s'est beaucoup battue. L'accouchement a été difficile dès le début. La sage-femme a dit que la position de l'enfant n'était pas bonne. Quand Isabelle est finalement née, Cécile était déjà trop faible. Elle a tenu la petite quelques minutes, m'a regardé et m'a dit « Prends soin de notre fille ». Ce furent ses dernières paroles. Clara sentit ses propres larmes menacées de couler. Elle savait exactement ce que c'était de perdre quelqu'un au moment qui aurait dû être de joie. Elle savait ce que c'était de tenir un bébé et de sentir le vide là où il aurait dû y avoir de la vie. « Je suis si désolée, monsieur le baron, » dit-elle sincèrement. Il hocha la tête, s'essuyant les yeux du revers de la main libre. « Nous avons tout essayé, lait de chèvre, de vache, eau sucrée. Elle recrache tout. Elle s'affaiblit de plus en plus. Si elle ne tète pas rapidement... » Il ne termina pas la phrase. Il n'en avait pas besoin. « Puis-je la prendre ?» demanda Clara à voix basse. Le baron hésita une fraction de seconde. Puis il tendit le paquet de couverture. Lorsque Clara prit le bébé dans ses bras, elle sentit quelque chose se briser en elle. Le poids était si semblable à ce qu'elle avait espéré ressentir en tenant Gabriel. La température du petit corps, la façon dont l'enfant se nichait instinctivement contre la chaleur de celle qui la tenait. Isabelle ouvrit brièvement ses petits yeux. Ils étaient bleus, très bleus, avec ce ton laiteux que les nouveaux-nés ont. La petite regarda Clara comme si elle la reconnaissait, comme si elle savait qu'elle était enfin dans les bons bras. « Monsieur le baron, » dit Clara, sa voix tremblant un peu, « vous allez devoir vous retourner, ce n'est pas approprié ?»« Oui, bien sûr. Excusez-moi. » Il se retourna rapidement, lui tournant le dos, fixant la cheminée éteinte, comme si c'était la chose la plus intéressante du monde. Clara s'assit sur la chaise et d'une main tremblante ouvrit les boutons de son simple tablier de coton. Elle n'avait pas de sous-vêtements fins, comme en portaient les dames riches. Elle n'avait qu'une chemise de nuit en toile brute en dessous, tachée de lait. Elle approcha le bébé de son sein. L'odeur du lait sembla éveiller quelque chose en Isabelle. La petite tourna la tête, la bouche s'ouvrant dans un réflexe aussi ancien que la vie elle-même, mais elle était trop faible pour téter. « Viens, ma petite », murmura Clara, pressant légèrement son sein pour que quelques gouttes de lait tombent sur les lèvres desséchées du bébé. « Viens, tu y arriveras. » Les premières gouttes touchèrent la langue d'Isabelle. La petite fit une grimace comme si elle traitait cette nouvelle saveur. Puis, dans un mouvement qui sembla lui demander toute l'énergie qui lui restait, elle ouvrit la bouche et prit le mamelon. La première succion fut faible, presque imperceptible,
Mais la seconde vint un peu plus forte, et la troisième avait déjà la force de la détermination de survivre. Clara sentit les larmes couler librement sur son visage. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, c'était quelque chose de beaucoup plus complexe. C'était du soulagement, c'était de la douleur, c'était une connexion qu'elle ne s'attendait pas à ressentir. Le lait qui aurait dû nourrir Gabriel coulait maintenant pour Isabelle, et d'une manière étrange et douloureuse, cela semblait juste. Elle a pris. La voix du baron vint tendue de son dos. Elle a pris. Elle a pris, répondit Clara, peinant à parler. Elle tête. Elle entendit un son qui était mi-rire, mi-sanglot venant de lui. Les larges épaules du baron tremblèrent et Clara réalisa qu'il pleurait, là, de dos, essayant de cacher sa propre vulnérabilité. La pièce redevint silencieuse, à l'exception du bruit du bébé qui tétait. C'était un son si commun, si quotidien, mais qui à ce moment-là semblait le plus beau son que l'un d'eux ait jamais entendu. C'était le son de la vie, refusant d'abandonner. Clara regarda Isabelle téter. La couleur commençait déjà à revenir aux joues de la petite. Ses lèvres n'étaient plus violettes. Sa respiration, qui était irrégulière auparavant, suivait maintenant le rythme constant de qui s'alimente en toute sécurité. « Mon lait est fort ?» dit Clara, plus pour combler le silence que pour toute autre raison. « Ma mère a toujours dit que les femmes de notre famille avaient du bon lait. Ma grand-mère a allaité 7 enfants et il restait encore du lait pour aider les voisines. »« Votre mère est encore vivante ?» demanda le baron, toujours de dos. « Vivante, Madame Annette. Elle est blanchisseuse, elle travaille pour quelques familles du village. Et votre mari ?» Clara hésita. « Il est mort de la typhoïde il y a 6 mois. Il m'a laissé enceinte de 5 mois. Je suis désolé. La vie ne demande pas si l'on est prêt pour les pertes. Elle prend, c'est tout. » Le baron resta silencieux un instant. « C'est vrai. Mais parfois, elle donne aussi de manière inattendue. » Clara ne répondit pas. Elle ne savait pas si ce que la vie lui donnait maintenant était un cadeau ou une épreuve de plus. Peut-être était-ce les deux à la fois. Isabelle téta jusqu'à être rassasiée. Clara remarqua quand la succion devint plus paresseuse, quand la petite commença à lâcher le sein pour le reprendre, plus intéressée à sentir le confort qu'à se nourrir. Finalement, le bébé lâcha complètement, sa petite tête tombant sur le côté, endormie. « Elle a dormi », annonça Clara en boutonnant son tablier. Le baron se retourna lentement. Son visage était rouge, les yeux gonflés, mais il y avait une lumière là qui n'existait pas auparavant. Il s'approcha et regarda sa fille, dormant tranquillement dans les bras de Clara. « Regardez-la » murmura-t-il, émerveillé. « Regardez la couleur qui revient, regardez comme elle respire mieux. » C'était vrai, Isabelle semblait une enfant complètement différente. Elle était encore fragile, encore trop petite, mais ce n'était plus cette poupée moribonde qui pleurait sans force. C'était un bébé qui venait de découvrir que le monde pouvait lui offrir ce dont elle avait besoin. « Puis-je la prendre ?» demanda le baron. Clara lui tendit la petite avec précaution. Le baron tint sa fille comme si elle était faite de verre, regardant ce petit visage endormi avec une expression d'amour si pure que Clara dut détourner les yeux. C'était un moment trop intime entre père et fille. « Je ne sais comment vous remercier, » dit-il encore en regardant Isabelle. « Vous avez sauvé ma fille, vous avez sauvé la seule chose qui me restait de Cécile. » « Je n'ai fait que ce que toute femme avec du lait ferait, » répondit Clara en se levant de la chaise. Elle sentit un vertige et dut s'appuyer sur le bras du meuble. Le baron remarqua « Vous n'êtes pas bien. »« J'ai accouché avant-hier, le corps est encore en train de se remettre. »« Avant-hier » Il parut choqué. « Et vous avez marché jusqu'ici ?»« Ce n'était pas si loin, 4 kilomètres. » Il secoua la tête, incrédule. « Vous ne pouvez pas rentrer à pied maintenant, Rose, » appela-t-il. La cuisinière apparut presque instantanément, comme si elle attendait dehors. « Oui, monsieur le baron.
Préparez la chambre d'amis du rez-de-chaussée. Madame Clara va passer la nuit ici et envoyer quelqu'un chercher sa mère, Madame Annette, pour rester avec elle. » « Non, » protesta Clara, « ce n'est pas nécessaire, je peux rentrer chez moi. »« Vous ne pouvez pas, et vous ne le ferez pas. » La voix du baron n'admettait aucune discussion. « Isabelle aura besoin de téter à nouveau dans quelques heures, et vous avez besoin de vous reposer. Je ne vous laisserai pas marcher 4 kilomètres dans votre état. » Clara voulut argumenter, mais la vérité était qu'elle était épuisée. Son corps lui faisait mal partout, ses jambes la soutenaient à peine, et l'idée de devoir faire tout ce chemin de retour était effrayante. « D'accord, céda-t-elle, mais juste pour cette nuit. Demain, je rentre chez moi. » Le baron hocha la tête. « Nous verrons comment Isabelle ira demain. Maintenant, allez avec Rose, elle prendra soin de vous. » Clara suivit la cuisinière hors du salon, mais avant de sortir, elle regarda une dernière fois en arrière. Le baron était assis dans un fauteuil, tenant Isabelle contre sa poitrine, les yeux fermés, les lèvres bougeant dans une prière silencieuse. C'était l'image d'un homme qui venait d'être sauvé du pire cauchemar qu'un père puisse vivre, et Clara avait été l'instrument de ce salut. Mais, tandis qu'elle suivait Rose dans les couloirs du château, elle ne pouvait se débarrasser du sentiment d'avoir fait un pas vers un chemin dont il n'y avait pas de retour. La chambre d'amis était plus grande que toute la maison de Clara. Elle avait un lit à baldaquin avec des draps de lin d'une blancheur éclatante, une armoire en acajou qui brillait même dans la faible lumière de la lampe, et une coiffeuse avec un miroir ovale. Les rideaux étaient faits d'un tissu fin que Clara n'avait jamais vu de près, et le sol était recouvert d'un tapis moelleux, où ses pieds nus s'enfonçaient légèrement à chaque pas. Rose alluma une autre lampe et la posa sur la table de chevet. « J'ai apporté une chemise de nuit propre pour vous, madame, » dit la cuisinière en désignant un tas de tissus pliés sur le lit. « C'était à madame Cécile, mais elle ne l'a jamais portée. Elle a encore l'étiquette du magasin. » Clara prit la chemise de nuit et la déplia. Elle était faite d'un coton si fin qu'il était presque transparent, avec des dentelles délicates au col et aux poignets. Elle devait coûter plus que ce qu'elle gagnait en 6 mois à laver le linge avec sa mère. « Je ne peux pas porter ça, » protesta-t-elle. « C'est trop fin. » Et cela appartenait à l'épouse du baron. Rose fit un geste d'impatience. « Vous venez de sauver la vie de la fille du baron. Croyez-vous qu'il se souciera d'une chemise de nuit? De plus, la vôtre est tachée de lait et de boue de la route. On ne peut pas dormir comme ça. » Clara regarda son propre tablier. Rose avait raison. Le tissu de coton brut était sale, taché et humide du lait qui continuait de couler. Elle avait vraiment besoin de vêtements propres. « D'accord, céda-t-elle, mais juste pour cette nuit. » Rose sourit. « Je vais vous apporter de l'eau chaude pour vous laver, et il y a de la nourriture dans la cuisine. Avez-vous mangé quelque chose aujourd'hui ?» Clara essaya de se souvenir. Elle avait bu la tisane que sa mère avait apportée le matin, mais n'avait rien pu manger. L'idée de manger semblait impossible alors qu'elle allait enterrer Gabriel. « Je n'ai pas mangé, » avoua-t-elle. La cuisinière secoua la tête. « On ne peut pas produire du bon lait sans manger correctement. Je vais vous apporter une soupe de poulet aux légumes et du pain frais. Vous mangerez tout. Vous m'entendez? Ce n'est pas une demande, c'est un ordre. » Avant que Clara ne puisse répondre, Rose était déjà sortie de la chambre, fermant la porte derrière elle. Seule, Clara permit enfin à son corps de se détendre. Elle s'assit au bord du lit, et le matelas était si moelleux qu'elle faillit s'y enfoncer. Elle passa la main sur les draps, sentant la douceur impossible de ce tissu. Tout dans cette chambre coûtait plus que ce qu'elle verrait de toute sa vie. Et elle était là, une blanchisseuse veuve qui venait d'enterrer son fils, hébergée comme si elle était quelqu'un d'important. La porte s'ouvrit de nouveau et Rose entra, portant une bassine d'eau fumante. Derrière elle venait une jeune fille noire d'environ 15 ans que Clara reconnut du village. C'était Bénédicte, fille d'un des métayers qui travaillait au domaine. « Bénédicte va vous aider à vous laver et à changer de vêtements, » dit Rose, et posant la bassine sur une petite table. « Tout ce dont vous aurez besoin, il suffit d'appeler. Je reste à la cuisine. » Après que Rose fut sortie,
Bénédicte regarda Clara avec un mélange de curiosité et d'admiration. « Madame Clara, est-ce vrai que vous avez sauvé la petite du baron ?» Clara commença à enlever son tablier, sentant les douleurs de son corps se plaindre à chaque mouvement. « J'ai juste donné à téter, ce n'est rien d'extraordinaire. » « Tout le monde en parle au quartier des ouvriers agricoles, » dit Bénédicte, l'aidant avec les boutons du dos. « Ils disent que c'est un miracle. La petite était presque mourante et vous êtes apparu au bon moment. » Clara ne répondit pas. Elle ne se sentait pas comme quelqu'un qui avait fait un miracle. Elle se sentait comme quelqu'un qui avait fait un faux pas et se trouvait maintenant dans un endroit qui n'était pas le sien, portant des vêtements qui n'étaient pas les siens, vivant une réalité qui n'avait pas de sens. Bénédicte l'aida à se laver avec l'eau tiède, passant un linge propre sur ses bras, son dos, son cou. L'eau devint rapidement sale, montrant à quel point Clara avait besoin de cette toilette. Ensuite, la jeune fille l'aida à enfiler la chemise de nuit de Cécile. Le tissu glissa sur la peau de Clara comme une caresse. C'était si différent du coton épais qu'elle portait. C'était léger, frais, délicat. Elle se regarda dans le miroir de la coiffeuse et faillit ne pas se reconnaître. Elle ressemblait à une étrangère, à une usurpatrice vêtue des habits d'une dame. « Vous êtes belle, » dit Bénédicte avec sincérité. « Vous ressemblez à une vraie dame. » Avant que Clara ne puisse répondre, de légers coups à la porte annoncèrent l'arrivée de Rose avec un plateau. La cuisinière entra, apportant une soupe qui sentait si bon que l'estomac de Clara grogna involontairement. « Asseyez-vous sur le lit et mangez », instruisit Rose, posant le plateau sur les genoux de Clara. « Il y a de la soupe, du pain, du fromage et une confiture de lait que j'ai faite hier. Vous devez tout manger, vous m'entendez? Ce n'est pas une demande, c'est un ordre. » Clara prit la cuillère en argent, si différente des cuillères en bois qu'elle utilisait à la maison, et commença à prendre la soupe. La saveur explosa dans sa bouche. Il y avait des morceaux généreux de poulet, de pommes de terre, de carottes, de chayotes, le tout parfaitement cuit et assaisonné d'herbes dont elle ne savait même pas le nom. « C'est bon ?» demanda Rose, souriant en voyant l'expression de Clara. « C'est merveilleux !» répondit-elle sincèrement. « Je n'ai jamais rien mangé de pareil. » Pendant qu'elle mangeait, Rose et Bénédicte restèrent là, conversant à voix basse sur les événements des derniers jours. Clara apprit que tout le domaine était en deuil suite à la mort de Madame Cécile. Les métayers avaient célébré une messe en son honneur dans la chapelle de la propriété. Le baron n'était pas sorti de sa chambre depuis l'accouchement, restant tout le temps avec le bébé, essayant désespérément de la faire téter. « Il n'a pas dormi du tout ces 2 jours, » raconta Rose. « Il n'a pas bien mangé, n'a voulu voir personne. Il ne faisait que marcher dans la chambre avec la petite dans ses bras, la regardant dépérir sans pouvoir rien faire. C'était terrible à voir. » Clara sentit son cœur se serrer. Elle savait exactement ce qu'était ce désespoir de tenir un enfant et de ne pas pouvoir le sauver. La différence était qu'elle n'avait pas eu le choix. Gabrielle était déjà née sans vie, mais le baron devait regarder sa fille mourir lentement, sachant qu'il existait une solution, mais ne pouvant l'atteindre. « Comment était Madame Cécile ?» demanda Clara, curieuse au sujet de la femme dont elle portait maintenant les vêtements. Le visage de Rose s'adoucit au souvenir. C'était une sainte, Madame Clara, une véritable sainte. Elle nous a toujours bien traités, n'a jamais élevé la voix contre personne. Quand quelqu'un du quartier des ouvriers agricoles tombait malade, elle préparait elle-même les remèdes et les apportait personnellement. Elle était délicate, éduquée, mais elle avait de la force quand il le fallait. Le baron était fou d'elle. Comment se sont-ils rencontrés? Son père avait un domaine voisin. Ils étaient amis d'enfance. Quand ils ont grandi, il était naturel qu'ils se marient. Ils sont restés mariés pendant 10 ans avant qu'elle ne tombe enceinte. Tout le monde pensait déjà qu'ils n'auraient pas d'enfant. Mais ensuite, Madame Cécile est tombée enceinte. Ce fut une joie immense dans tout le domaine. Et cela a viré à la tragédie. Compléta Clara à voix basse. Rose hocha tristement la tête. « La vie est ainsi, ma petite. Parfois, elle donne d'une main et prend de l'autre. »
Après que Clara eut fini de manger, Rose emporta le plateau et Bénédicte l'aida à se coucher. Le lit était si confortable que Clara sentit qu'elle allait s'y enfoncer. Les draps sentaient la lavande, une odeur si différente de l'odeur de moisi qu'il y avait dans le matelas de paille de sa maison. Si la petite pleure pendant la nuit, quelqu'un viendra vous appeler, demanda Bénédicte en éteignant une des lampes. Oui, s'il vous plaît. Elle aura besoin de téter à nouveau dans quelques heures. La jeune fille sortit en fermant la porte avec précaution. Clara resta seule dans le noir, ou presque dans le noir car une lampe brûlait encore doucement sur la petite table. Elle regarda le haut plafond, les poutres en bois noble, la délicatesse des moulures. Elle pensa à Gabriel dans le berceau vide de sa maison. Elle pensa à quel point ce serait différent s'il avait vécu. Elle serait à la maison maintenant, se réveillant toutes les 2 heures pour l'allaiter, ressentant cet heureux épuisement d'une jeune mère. Au lieu de cela, elle était dans une maison étrange, allongée dans un lit qui n'était pas le sien, vêtue de la chemise de nuit d'une femme morte, la poitrine pleine de lait pour nourrir la fille d'un autre homme. Les larmes commencèrent à couler silencieusement. Clara tourna le visage vers l'oreiller, essayant d'étouffer ses sanglots. Elle pleura pour Gabriel, pour Antoine, pour Cécile, qu'elle n'avait jamais connue, pour Isabelle qui avait failli mourir, pour tout ce que la vie avait pris et donné ces derniers jours. Elle pleura jusqu'à n'avoir plus de larmes, jusqu'à ce que son corps cède enfin à l'épuisement. Et quand le sommeil vint, il fut profond et sans rêve, le premier vrai repos qu'elle ait eu depuis des jours. Elle fut réveillée quelques heures plus tard par de légers coups à la porte. Clara s'assit sur le lit, désorientée un instant sans savoir où elle était. La lampe brûlait encore doucement, projetant des ombres dansantes sur les murs. « Madame Clara », vint la voix de Bénédicte de l'autre côté de la porte. « La petite pleure. Le baron a demandé si vous pouviez venir. » Clara sortit du lit, sentant son corps encore endolori. Elle enfila une robe de chambre qui était accrochée à la chaise et suivit Bénédicte dans les couloirs sombres. La maison semblait différente la nuit, plus grande et plus silencieuse. Elles montèrent un large escalier et allèrent au 2e étage. Bénédicte s'arrêta devant une porte en bois sombre et frappa légèrement. « Entrez !» vint la voix fatiguée du baron. La chambre principale était immense. Il y avait un lit double à baldaquin, d'immenses armoires et une porte qui donnait sur ce qui semblait être une salle de bain privée. Mais ce qui attira l'attention de Clara fut le berceau en acajou à côté du lit, tout travaillé avec de délicates sculptures. Le baron était assis dans un fauteuil à côté du berceau, toujours vêtu des mêmes vêtements que la veille. Il tenait Isabelle, qui pleurait avec plus de force maintenant qu'avant. Un pleur qui montrait qu'elle avait retrouvé des énergies. « Excusez-moi de vous réveiller », dit-il en se levant et en tendant le bébé à Clara. Elle s'est réveillée il y a environ 20 minutes et ne cesse de pleurer. Clara prit la petite, qui commença immédiatement à chercher le sein, tournant sa petite tête d'un côté à l'autre, sa petite bouche ouverte. C'était un mouvement instinctif, désespéré. « Puis-je m'asseoir là ?» demanda Clara, désignant le fauteuil. « Bien sûr. Je vais attendre dehors. »« Vous n'avez pas besoin de quitter votre propre chambre, » dit Clara en s'installant déjà dans le fauteuil. « Monsieur, vous pouvez rester de dos comme avant ?» Le baron hocha la tête, clairement soulagé de ne pas avoir à quitter la chambre. Il se tourna vers la fenêtre, les mains jointes derrière le dos. Clara ouvrit sa robe de chambre et sa chemise de nuit, plaçant Isabelle sur son sein. Le bébé prit immédiatement, tétant avec force. Le soulagement fut instantané, tant pour l'enfant que pour Clara, dont les seins étaient douloureusement pleins. « Elle a bien pris, » dit Clara. « Elle tète fort, c'est bon signe. »« Merci, » répondit le baron, la voix nouée. « Merci de faire cela au milieu de la nuit. »« Les bébés ne savent pas quelle heure il est, » dit Clara avec un léger sourire. « Quand ils ont faim, ils ont faim. » Ils restèrent silencieux quelques minutes. Clara pouvait entendre la respiration du baron, lourde et irrégulière, comme s'il luttait contre une forte émotion. « Puis-je vous poser une question ?»
dit-il finalement. Oui. Pourquoi avez-vous fait cela? Pourquoi êtes-vous venu ici? Vous venez de perdre votre fils. Il serait si naturel que vous détestiez l'idée d'allaiter un autre enfant. Clara réfléchit à la réponse. Ce n'était pas une décision rationnelle, avoua-t-elle. C'était de l'instinct. Quand j'ai su qu'un bébé mourait de faim, mon corps a répondu avant ma tête. Le lait est descendu, ma poitrine a fait mal. C'était comme si mon corps savait qu'un enfant avait besoin, et peu importait si c'était le mien ou non. Vous êtes une personne extraordinaire. Je suis une mère, sans enfant. Et votre fille est une fille sans mère. Nous nous sommes complétés d'une manière étrange. Le baron se tourna légèrement, pas assez pour voir Clara, mais assez pour qu'elle voie son profil dans la faible lumière de la lampe. « Cécile vous aurait aimé, dit-il à voix basse. Elle admirait toujours les gens courageux. Et ce que vous avez fait aujourd'hui a exigé un courage que je ne peux même pas imaginer. » Clara ne répondit pas. Elle ne savait que dire. Isabelle continuait de téter, mais doucement maintenant, commençant à se satisfaire. « Vous l'aimiez beaucoup, monsieur ?» Clara s'entendit demander et regretta immédiatement l'intimité de la question. Mais le baron ne parut pas s'en soucier. « Je l'aimais. Nous avons grandi ensemble. Elle était ma meilleure amie avant d'être ma femme. Quand elle est tombée enceinte, ce fut le jour le plus heureux de ma vie. Et quand elle est morte, sa voix défaillit. Quand elle est morte, j'ai senti que j'étais mort avec elle. La seule chose qui m'a gardé un minimum sain d'esprit, c'est Isabelle, parce qu'elle est tout ce qui reste de Cécile. Mais la voir dépérir, ne pas pouvoir la nourrir, ce fut un enfer que je ne souhaite à personne. « Je suis désolé, » dit Clara, car il n'y avait plus rien à dire. Isabelle lâcha finalement le sein, satisfaite, et endormie. Clara la cala, la faisant roter doucement. Le bébé laissa échapper un petit rot et ferma immédiatement les yeux, s'endormant profondément. « Elle a dormi », annonça Clara. Le baron se retourna et, cette fois, ne détourna pas les yeux. Il regarda Clara tenant sa fille, et il y avait quelque chose dans ce regard qu'elle ne put déchiffrer. De la gratitude, certainement, mais il y avait quelque chose de plus, quelque chose qui la mit légèrement mal à l'aise. « Puis-je la mettre au berceau ?» demanda-t-elle. « S'il vous plaît. » Clara se leva et marcha jusqu'au berceau. Elle posa Isabelle sur le petit matelas moelleux, couverte d'une délicate couverture de laine. La petite ne bougea pas, perdue dans un sommeil profond de bébé bien nourri. « Elle va dormir quelques heures maintenant, » dit Clara. « Elle devrait se réveiller de nouveau vers l'aube. »« Voulez-vous rester ici ?» demanda le baron. « J'ai un lit d'appoint que je peux faire apporter. Ainsi, vous n'aurez pas à monter et descendre les escaliers pendant la nuit. » Clara le regarda, surprise. « Je ne pense pas que ce soit approprié, monsieur le baron. Il serait inconvenant que je dorme dans la même chambre que vous. »« Je n'ai pas dormi depuis 2 jours, » dit-il avec un sourire fatigué. « Et même si je dormais, vous seriez ici pour prendre soin de ma fille, pas pour autre chose. Mais je comprends votre préoccupation. Allez vous reposer dans votre chambre. J'enverrai Bénédicte vous appeler quand Isabelle se réveillera. » Clara hocha la tête et sortit de la chambre, sentant le regard du baron sur son dos. Elle descendit lentement les escaliers, retourna dans la chambre d'amis et se recoucha. Mais le sommeil ne vint pas aussi facilement cette fois. Elle resta à regarder le plafond, pensant au baron, à Cécile, à Isabelle, à la façon étrange dont la vie plaçait les gens dans les endroits les plus inattendus. Et elle ne pouvait se débarrasser du sentiment qu'elle venait de commencer quelque chose qui serait beaucoup plus compliqué que de simplement allaiter un bébé pendant quelques jours. Les jours commencèrent à se transformer en une routine que Clara n'aurait jamais imaginé vivre. Elle se réveillait dans la chambre d'amis du château, enfilait une des chemises de nuit que Rose insistait à laver et à repasser pour elle. Elle allait dans la chambre du baron pour la première tétée de la journée. Isabelle se réveillait ponctuellement au lever du soleil.
Et son pleur fort et sain était si différent de ce faible gémissement des premiers jours qu'il semblait un miracle. La première semaine, Clara essaya de garder ses distances. Elle arrivait, allaitait le bébé et retournait dans sa chambre ou à la cuisine, où elle aidait Rose malgré les protestations de la cuisinière. Mais Isabelle avait d'autres idées. La petite commença à pleurer chaque fois que Clara la remettait dans le berceau, ne se calmant que lorsqu'elle était dans ses bras. « Elle vous reconnaît, » dit Rose un matin, observant Clara bercer Isabelle dans la cuisine en prenant un café. Un bébé sait qui est sa mère, même si ce n'est pas celle qui l'a enfantée. Le mot « mère » dérangea Clara. Elle n'était pas la mère d'Isabelle, elle n'était que la nourrice, la femme qui était là temporairement en attendant que quelqu'un de plus approprié arrive de la ville. Mais quand elle regardait ses petits yeux bleus qui la suivaient partout où elle allait, quand elle sentait le petit corps se détendre complètement contre sa poitrine, il était difficile de maintenir cette distinction claire. Le baron Augustin, quant à lui, semblait avoir retrouvé un peu de vitalité. Il s'occupait de nouveau des affaires du domaine. Il passait les matins à inspecter les vignobles et à converser avec les métayers. Mais tout le temps libre qu'il avait était dédié à Isabelle. Il montait en courant dans la chambre dès son retour, prenait sa fille dans ses bras et restait des heures à observer chacun de ses mouvements, chaque expression. Inévitablement, ces moments incluaient Clara, car où était Isabelle, Clara était aussi. Un après-midi, 2 semaines après son arrivée, Clara était assise sur la véranda arrière du château, un endroit plus retiré où peu de gens venaient. Elle avait Isabelle sur ses genoux, qui venait de téter et jouait maintenant avec les doigts de Clara, les tenant de ses minuscules mains. « Elle vous aime bien » vint la voix du baron. Clara se retourna surprise. Elle ne l'avait pas entendu s'approcher. Il était appuyé contre la porte, les bras croisés, observant les deux avec une expression qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. « Elle est trop jeune pour aimer quelqu'un » répondit Clara, essayant de garder un ton professionnel. Elle ne fait que reconnaître celle qui la nourrit. Ce n'est pas seulement ça. Le baron s'approcha et s'assit sur la chaise à côté d'elle. Je la tiens, Rose la tient, mais elle ne se détend vraiment qu'avec vous. C'est plus que de la nourriture, c'est une connexion. Clara regarda Isabelle, qui observait maintenant son père avec curiosité. Les bébés sentent quand on est tendu. Vous êtes encore en deuil, vous gérez encore beaucoup de choses, elle le sent. Et vous ne l'êtes pas? La question prit Clara au dépourvu. Comment? En deuil, gérant beaucoup de choses. Vous avez perdu votre mari il y a quelques mois, vous avez perdu votre fils il y a 2 semaines. Mais quand vous tenez Isabelle, vous semblez en paix. Clara réfléchit attentivement avant de répondre. Peut-être parce que quand je m'occupe d'elle, je n'ai pas le temps de penser à mes pertes. Je dois me concentrer sur le présent, sur ce dont elle a besoin maintenant. C'est un soulagement, d'une certaine manière. Le baron resta silencieux un instant, observant sa fille. La nourrice que j'ai envoyée chercher en ville a fait savoir qu'elle ne pouvait pas venir. Son mari ne veut pas qu'elle quitte son propre enfant pour allaiter celui d'un autre. Clara sentit son estomac se nouer. Alors, ils vont en chercher une autre? J'ai déjà envoyé, mais il est difficile de trouver quelqu'un de disponible, et même quand on en trouvera. Il hésita. Je ne sais pas si Isabelle acceptera quelqu'un d'autre. Elle le fera, dit Clara rapidement, peut-être trop rapidement. Les bébés s'adaptent. Clara. La façon dont il prononça son nom la fit le regarder. Vous voulez partir? La question aurait dû être facile à répondre. Bien sûr que oui. Elle avait une vie, une maison, une mère qui l'attendait. Rester là au château, vivant comme une sorte d'hôte permanent, n'avait pas de sens. Mais quand elle ouvrit la bouche pour dire oui, ce qui sortit fut « je ne sais pas ». Le baron hocha la tête, comme si cette réponse confuse était exactement ce qu'il attendait. Je sais que votre mère est seule, je sais que vous avez des responsabilités, mais et si je vous faisais une proposition? Clara le regarda, méfiante. Quel genre de proposition?
Restez ici, non pas comme une hôte, mais comme une employée officielle. Vous seriez la nourrice d'Isabelle, mais vous auriez aussi d'autres tâches légères dans la maison pour ne pas rester inactive. Je vous paierai un salaire juste, meilleur que ce que vous gagnez en lavant le linge, et votre mère pourrait venir vivre ici aussi. Il y a une maison de métayer vacante, près du quartier des ouvriers agricoles. Elle pourrait y rester ou au château, si elle préfère. Clara resta bouche bée. « Monsieur le baron, c'est exagéré, inutile peut-être. Mais Isabelle a besoin de vous. » Et il s'arrêta, choisissant ses mots avec soin. « Et je vous fais confiance. Après tout ce qui s'est passé, après avoir vu comment vous prenez soin d'elle, comment vous êtes avec elle, je ne veux pas risquer d'amener une étrangère qui ne prendra peut-être pas soin d'elle avec la même tendresse. » « Mais les gens vont parler, » dit Clara, verbalisant la préoccupation qui la tourmentait depuis son arrivée. Une femme jeune, veuve, vivant dans la maison d'un homme veuf. Ils diront des choses horribles. Laissez-les parler. La voix du baron devint dure. Les gens parlent toujours. Ils ont parlé quand j'ai épousé Cécile parce qu'ils pensaient qu'elle était trop délicate pour la vie au domaine. Ils ont parlé quand elle a mis du temps à tomber enceinte. Ils parleront maintenant, mais au final, ce qui importe, c'est Isabelle, et elle a besoin de vous. Clara regarda le bébé dans ses bras. Isabelle s'était endormie, sa petite tête posée sur sa poitrine, ses lèvres légèrement entr'ouvertes. Elle prenait du poids rapidement, ses joues devenant plus potelées, ses petits bras et petites jambes plus dodus. C'était un enfant en bonne santé, heureuse, et Clara savait qu'une partie de cela était grâce à elle. « Je dois parler à ma mère, » dit-elle finalement. « Bien sûr, je la ferai venir aujourd'hui même. » Cet après-midi-là, Madame Annette arriva au domaine dans une charrette envoyée par le baron. La vieille blanchisseuse entra dans le château, les yeux écarquillés, clairement mal à l'aise dans cet environnement de luxe. Rose la conduisit à la véranda arrière, où Clara l'attendait. « Maman !» Clara se leva, tenant toujours Isabelle. Madame Annette regarda sa fille, puis le bébé, puis l'environnement du château. « Qu'est-ce que tu as fait, ma petite ?» Clara raconta tout. La proposition du baron, le salaire, l'offre d'une maison pour les deux. Madame Annette écouta en silence, le visage indéchiffrable. « Tu veux rester ?» demanda la mère quand Clara eut fini. « Je ne sais pas. C'est étrange, maman. Il y a des jours où je sens que je trahis Gabriel en restant ici, en prenant soin d'un autre enfant. Mais il y a des jours où je sens que c'est pour cela que je suis ici. Comme si Gabriel était parti pour que je puisse sauver Isabelle. » Madame Annette soupira. « La vie a ses chemins tortueux, ma fille. Parfois, on perd une chose pour en gagner une autre. Ce n'est pas une substitution, c'est une transformation. » Elle prit la main de Clara. « Si tu restes, je reste avec toi. Mais tu dois être sûre, car les gens parleront, et ils parleront mal. Tu dois être prête pour cela. Je sais. Ah, tu dois être claire avec toi-même et avec le baron sur ta place ici. Tu es la nourrice, tu n'es pas la maîtresse de maison, tu n'es pas la remplaçante de sa défunte épouse. Ces limites doivent être bien définies. » Clara hocha la tête. Sa mère avait raison, comme toujours. Les limites devaient être claires. Mais même en étant d'accord, une petite partie d'elle se demandait s'il serait possible de maintenir ces limites en vivant sous le même toit, en partageant les soins d'un enfant, en se regardant dans les yeux tous les jours. Plus tard, cette nuit-là, Clara chercha le baron dans son bureau. Il révisait des registres comptables, des lunettes de lecture en équilibre sur le nez. Quand elle entra, il ôta ses lunettes et se leva. « Vous avez parlé à votre mère ?»« J'ai parlé et j'accepte votre proposition. Je resterai comme nourrice d'Isabelle. Ma mère restera dans la maison des métayers, mais je dois clarifier certaines choses. » Le baron gesticula pour qu'elle s'assoie, mais Clara préféra rester debout. Il était plus facile de rester ferme debout. « Premièrement, je veux que l'arrangement soit officiel. Contrat écrit, salaire défini,
responsabilité claire. Deuxièmement, je logerai dans la chambre d'amis, mais je ne mangerai pas avec vous. Je mangerai à la cuisine avec les autres employés. Troisièmement, il me conviendra le moment de sevrer Isabelle, ou quand vous déciderez que vous n'avez plus besoin de moi, je partirai sans poser de questions. Le baron l'observa avec ce qui ressemblait à du respect. J'accepte tout. Je préparerai le contrat demain même. Mais Clara, oui, vous n'êtes pas seulement une employée, vous avez sauvé ma fille. Cela vous rend beaucoup plus importante que n'importe quel papier signé ne peut l'exprimer. Clara ne sut que répondre à cela. Elle hocha brièvement la tête et sortit du bureau, le cœur battant plus vite qu'il ne le devrait. Et ainsi commença une nouvelle phase. Madame Annette déménagea dans la maison des métayers, une construction simple mais confortable, avec 2 chambres et une cuisine. Les mois qui suivirent apportèrent une routine qui oscillait entre le confort et l'inconfort constant de vivre entre 2 mondes. Clara se réveillait dans la chambre d'amis, enfilait les simples mais propres robes que Rose insistait à lui fournir et commençait sa journée avec Isabelle. Le bébé grandissait visiblement chaque semaine. À 2 mois, elle suivait déjà Clara du regard dans toute la chambre. À 3 mois, elle commença à sourire, et le premier sourire fut pour Clara, pas pour son père. Un fait que le baron mentionna avec un mélange de jalousie et de gratitude. « Elle vous aime plus qu'elle ne m'aime », dit-il un matin, observant Isabelle rire, tandis que Clara lui faisait des grimaces. « Ce n'est pas vrai », répondit Clara en lui tendant le bébé. « Elle passe juste plus de temps avec moi. Quand vous êtes ici, elle est toute excitée. » C'était vrai. Isabelle commençait à battre des petites jambes et des petits bras chaque fois qu'elle voyait son père entrer dans la chambre. Mais il y avait une différence dans la façon dont elle se comportait avec chacun. Avec le baron, elle était joyeuse, curieuse. Avec Clara, elle était complètement détendue, vulnérable, comme si elle savait qu'elle était en absolue sécurité. Les employés du château avaient accepté Clara avec une cordialité prudente. Rose la traitait comme sa fille, toujours préoccupée de savoir si elle mangeait bien, si elle se reposait suffisamment. Bénédicte était devenue une sorte d'amie malgré la différence d'âge. Mais les autres, les femmes de chambre, les blanchisseuses, qui venaient 2 fois par semaine, regardaient Clara avec un mélange de curiosité et de méfiance. « Elles pensent que vous avez des vues sur le baron », murmura Bénédicte un jour, alors qu'elle pliait les vêtements d'Isabelle à la buanderie. Clara sentit son visage s'échauffer. « C'est ridicule, je suis la nourrice, rien de plus. »« Je le sais, vous le savez, mais vous savez comment c'est. Une jeune femme belle, vivant dans la maison d'un homme veuf, riche. Les langues vont se délier. » Il est encore en deuil de sa femme. Le deuil ne dure pas éternellement. Bénédicte plia une petite couverture avec plus de force que nécessaire. Et le baron n'est pas de pierre. N'importe qui avec des yeux voit comment il vous regarde. Parfois, Clara arrêta ce qu'elle faisait. Comment il me regarde? Bénédicte eut un sourire malicieux. Comme un homme regarde une femme. Pas toujours, pas de façon irrespectueuse, mais il y a des moments. Quand vous êtes avec Isabelle, quand vous riez de quelque chose que la petite a fait, il regarde et il y a une lumière dans ses yeux qui n'est pas seulement de la gratitude. Vous imaginez des choses, peut-être, ou peut-être que vous ne voulez pas voir parce que vous savez que ce serait trop compliqué. Clara recommença à plier les vêtements en silence. La vérité était qu'elle l'avait remarqué, oui, elle avait remarqué les regards qui duraient 1 seconde de trop. Elle avait remarqué comment le baron inventait des excuses pour passer plus de temps dans la chambre quand elle allaitait Isabelle. Elle avait remarqué comment il s'enquérait de sa journée, de sa mère, de ses opinions sur des sujets qui n'avaient rien à voir avec le bébé. Et pire, elle avait remarqué comment son propre cœur battait différemment quand il entrait dans la pièce, comment elle se retrouvait à se coiffer avant les tétées nocturnes, même en sachant qu'il resterait de dos. Comment elle gardait de petits commentaires de lui en mémoire et les revisitait pendant la nuit. C'était dangereux, c'était inapproprié et il fallait que cela cesse. Cette nuit-là, lors de la dernière tétée avant de dormir,
Clara décida de créer plus de distance. Lorsque le baron tenta d'entamer une conversation sur un livre qu'il lisait, elle répondit par monosyllabes. Quand il demanda si elle voulait qu'il envoie chercher quelque chose de spécifique au village, elle dit qu'elle n'avait besoin de rien. Il remarqua le changement immédiatement. « Ai-je fait quelque chose de mal ?» demanda-t-il lorsqu'elle remit Isabelle dans le berceau. « Non, monsieur le baron. Vous m'appelez de nouveau monsieur le baron. » Clara réalisa que c'était vrai. Ces dernières semaines, elle avait commencé à l'appeler simplement « monsieur » ou parfois juste « Augustin » quand elle était trop fatiguée pour les formalités. « Quand cela a-t-il commencé? C'est plus approprié, » dit-elle, ajustant la couverture sur Isabelle, même si le bébé était déjà parfaitement couvert. « Clara, regardez-moi !» Elle ne voulait pas, mais le ton de commandement dans sa voix la força à obéir. Quand leurs yeux se rencontrèrent, elle vit de la confusion et quelque chose de plus, quelque chose qui l'effraya par son intensité. « Si j'ai fait quelque chose qui vous a mise mal à l'aise, j'ai besoin de le savoir. Cette maison, cette situation est déjà assez compliquée. Je ne veux pas l'aggraver. Vous n'avez rien fait. C'est juste que les gens parlent de ma présence ici, de nous, et je ne veux pas que cela vous cause des problèmes, à vous ou à Isabelle. » Le baron fit un pas en avant. « Que les gens aillent au diable. » La grossièreté dans sa voix la surprit. Il avait toujours été si poli, si réservé. « Depuis que Cécile est morte, » continua-t-il, la voix devenant plus basse, plus intense, « chaque jour fut une bataille juste pour rester debout. La seule chose qui m'a gardé en vie, c'est Isabelle. Et vous? Vous êtes arrivé ici quand tout s'écroulait et vous avez maintenu les morceaux ensemble. Non seulement vous avez nourri ma fille, vous avez ramené la vie dans cette maison. Monsieur le baron, je n'ai fait que mon travail. Non, vous avez fait bien plus que ça. Vous... » Il s'arrêta, passa la main dans ses cheveux. Un geste de frustration. « Vous m'avez rappelé que la vie continue, qu'il peut encore y avoir des rires dans cette maison, qu'il peut encore y avoir de l'espoir. » Clara sentit le sol disparaître sous ses pieds. Cela s'engageait sur un territoire dangereux. « Je devrais y aller, » dit-elle en marchant vers la porte. « Clara, attendez. » Elle s'arrêta, la main sur la poignée. « Je n'essaie pas. Je ne propose rien d'inapproprié. Je dis juste que votre présence ici signifie plus qu'un simple arrangement de travail pour moi et pour Isabelle, et j'espère que pour vous aussi. » Clara ferma les yeux. « Bonne nuit, monsieur le baron !» Elle sortit avant qu'il ne puisse répondre, courant pratiquement dans les couloirs jusqu'à sa chambre. Elle verrouilla la porte et s'y adossa, le cœur battant à tout rompre. Que se passait-il? Comment avait-elle laissé les choses en arriver là? Elle était la nourrice, il était le baron, elle était une blanchisseuse veuve. Il était l'un des hommes les plus riches de la région. Elle avait perdu son mari il y a moins d'1 an. Il avait perdu sa femme il y a 3 mois. C'était trop tôt, c'était inapproprié, c'était impossible. Mais quand elle ferma les yeux, tout ce qu'elle voyait, c'était son visage. Ses yeux sombres remplis d'une douleur qu'elle reconnaissait, parce que c'était la même qu'elle portait. Clara tenta de maintenir la distance les semaines suivantes. Elle arrivait ponctuellement pour les tétés, s'occupait d'Isabelle avec la même dévotion, mais évitait toute conversation qui n'était pas strictement nécessaire. Le baron le remarqua et respecta cela, se montrant également formel et distant. Mais Isabelle, dans son innocence enfantine, avait d'autres plans. Le bébé avait maintenant 4 mois et était à la phase où il se méfiait des étrangers. Elle pleurait quand n'importe quel employé essayait de la prendre, acceptait son père avec réticence, mais ne se calmait complètement qu'avec Clara. Cela signifiait que Clara devait être présente tout le temps, pas seulement pendant les tétés. « Elle est très attachée », observa Madame Annette lors d'une de ses visites au château. « Cela peut être un problème quand tu devras partir. »« Je sais, maman, mais que puis-je faire? La laisser pleurer jusqu'à ce qu'elle s'habitue aux autres? Cela semble cruel. Cruel est de créer un lien qui ne peut être maintenu éternellement. » La vieille regarda sa fille avec inquiétude. « Tu t'attaches aussi, n'est-ce pas ?» Clara ne répondit pas.
Elle n'en avait pas besoin. Ce fut un dimanche après-midi que tout changea. Le baron était allé inspecter la récolte dans les vignobles les plus éloignés et ne reviendrait qu'au crépuscule. Clara était à la bibliothèque, un luxe qu'elle avait commencé à s'offrir, lisant un livre pendant qu'Isabelle dormait dans un panier à côté d'elle. La bibliothèque était son endroit préféré du château. Il y avait des étagères du sol au plafond, remplies de livres en français, en anglais et en italien. Il y avait des fauteuils confortables près de la fenêtre et une odeur de papier vieilli que Clara trouvait réconfortante. Elle était si absorbée par sa lecture qu'elle n'entendit pas le baron entrer. Elle ne perçut sa présence que lorsqu'il parla. « C'est l'un de mes livres préférés. » Clara sursauta. Le livre faillit lui tomber des mains. C'était « La petite fille aux allumettes » de Hans Christian Andersen. « Pardon, monsieur le baron, je n'aurais pas dû toucher à vos livres sans permission. »« Clara, » il soupira. « Combien de fois dois-je vous dire que vous pouvez utiliser la bibliothèque quand vous voulez? Les livres sont là pour être lus, pas pour prendre la poussière. » Il s'approcha et Clara remarqua qu'il avait des vêtements sales de terre. Il était allé directement au vignoble, sans changer de vêtements avant. « Vous aimez lire ?» demanda-t-il, s'asseyant dans le fauteuil à côté d'elle. « J'aime. Mon père m'a appris. Il pensait que tout le monde devrait savoir lire, riche ou pauvre. Votre père était un homme sage. Oui, il est mort en défendant l'honneur d'un ami lors d'une bagarre au couteau. Il a laissé ma mère veuve avec une petite fille. » Clara ferma le livre. « Parfois, je pense que j'ai hérité de lui cette façon de faire des choix qui n'ont pas de sens pour tout le monde, mais qui semblent justes sur le moment. Comme venir ici à l'été Isabelle, comme venir ici à l'été Isabelle, confirma-t-elle. » Ils restèrent silencieux un instant. Du panier vint un doux soupir d'Isabelle endormie. « Puis-je vous poser une question personnelle ?» dit le baron. Clara hésita, mais hocha la tête. « Aimez-vous encore votre mari ?» La question la prit complètement au dépourvu. « Pourquoi demandez-vous cela ?»« Parce que j'essaie de comprendre le deuil. Comment cela fonctionne? Comment on le surmonte, si tant est qu'on le surmonte ?» Il regarda ses propres mains. J'aimais Cécile, je l'aimais profondément, mais elle est partie et la vie continue. Isabelle a besoin de moi présent, pas perdu dans le passé. Mais je me sens coupable chaque fois que je passe une journée sans penser à elle, chaque fois que je ris de quelque chose. Clara comprit parfaitement. J'aimais Antoine, mais si je suis honnête, notre mariage était pratique. Nous nous entendions bien. Nous nous respections, mais ce n'était pas cette grande passion des romans. Quand il est mort, il m'a manqué. Mais je crois que l'idée d'avoir un compagnon m'a plus manqué que lui, spécifiquement. Cela vous fait-il vous sentir coupable tous les jours? Elle regarda par la fenêtre. Je me sens que je devrais être plus dévastée, que je devrais pleurer davantage. Mais la vérité est que sa mort m'a libéré d'une certaine manière. C'est horrible à dire, mais c'est vrai. Ce n'est pas horrible, c'est honnête. Le baron se pencha en avant. Avec Cécile, c'était différent. Je l'aimais vraiment, mais je me noyais dans le deuil. Et puis, vous êtes arrivé et vous avez ramené Isabelle à la vie. Et d'une certaine manière, vous m'avez ramené moi aussi. Et maintenant, je me sens coupable parce qu'il y a des jours où je passe des heures sans penser à Cécile, parce qu'il y a des moments où je me surprends à rire, à être heureux. C'est naturel, dit Clara doucement. Elle ne voudrait pas que vous passiez le reste de votre vie à souffrir. Non, elle m'a fait promettre dans les dernières minutes qu'elle a eues que je vivrais, que je prendrais soin d'Isabelle et que je serais heureux. Il regarda directement Clara. Mais comment faire cela sans me sentir comme si je trahissais sa mémoire? Clara n'avait pas de réponse. Elle-même luttait avec des questions similaires. À ce moment, Isabelle se réveilla en pleurant fort. Clara se leva pour la prendre, mais le baron fut plus rapide. « Laissez-moi la prendre, dit-il. » Il prit sa fille dans ses bras, la berçant doucement. Isabelle gémit un peu, mais se calma ensuite, se bleuvissant contre la poitrine de son père. « Regardez !» dit Clara avec un sourire, « elle s'habitue à vous. Seulement parce que j'ai appris de vous, la façon dont vous la tenez,
comment vous lui parlez, j'ai tout copié. » Ils restèrent là, lui debout, tenant le bébé, elle assise les observant tous les deux. La lumière de l'après-midi entrait par les fenêtres, créant une atmosphère dorée et tranquille. « Clara, » dit le baron après un long silence, « je sais que notre situation est compliquée. Je sais que les gens parlent, je sais qu'il y a des lignes que nous ne devrions pas franchir. Mais je veux que vous sachiez que votre présence ici, votre amitié signifie beaucoup pour moi. » Amitié. Il avait dit amitié. C'était sûr, approprié. Mais quand Clara le regarda dans les yeux, elle vit quelque chose qui allait au-delà de l'amitié, et elle savait qu'il voyait la même chose dans ses yeux. « Pour moi aussi », dit-elle à voix basse, et à ce moment, quelque chose changea. Ce ne fut pas dramatique, ce ne fut pas déclaré, mais ce fut réel. Une frontière avait été franchie, même si silencieusement. Les jours suivants, les choses devinrent différentes, plus faciles d'une certaine manière. Ils conversaient plus librement. Le baron commença à dîner plus tôt pour passer du temps avec Isabelle avant qu'elle ne dorme. Et Clara était naturellement présente. Rose commença à mettre une place supplémentaire à table sans que personne ne le demande. « Ce n'est pas approprié », protesta Clara quand elle vit la table dressée pour deux. « Qu'est-ce qui n'est pas approprié ?» demanda le baron en entrant dans la salle à manger. « Deux personnes mangeant ensemble. Clara, vous n'êtes pas une employée ordinaire. Vous vous occupez de ma fille, vous passez la journée entière dans cette maison. Manger à la cuisine debout pendant que je mange seul ici est ridicule. » Il avait un point, mais Clara savait que chaque petite transgression de ces normes sociales était un pas de plus vers quelque chose qui pourrait tout détruire. Mais elle était fatiguée de lutter contre l'inévitable. Elle était fatiguée de faire semblant de ne pas ressentir ce qu'elle ressentait. Elle était fatiguée de vivre dans la peur de ce que les gens diraient. Alors elle s'assit et ils dînèrent ensemble et parlèrent de livres, du domaine, d'Isabelle, de tout et de rien. Et ce fut si naturel, si juste, que Clara oublia pendant quelques heures toutes les raisons pour lesquelles cela était impossible. Après le dîner, ils allèrent ensemble dans la chambre du baron pour la dernière tétée d'Isabelle. Le bébé était particulièrement irrité cette nuit-là, ne voulant pas lâcher le sein, pleurant chaque fois que Clara tentait de la mettre au berceau. « Elle sent quand nous sommes anxieux », dit Clara, berçant la petite pour la 10e fois. « Et vous êtes anxieuse ?»« Je le suis toujours un peu. »« Pourquoi ?» Clara le regarda. « Parce que j'ai peur de ce que nous sommes en train de construire ici. J'ai peur qu'un jour, cela s'écroule et nous blesse tous. » Le baron s'approcha. Il était si proche que Clara pouvait sentir sa chaleur, pouvait voir les taches dorées dans ses yeux sombres. « Et si ça ne s'écroulait pas ?» demanda-t-il à voix basse. « Tout s'écroule finalement. » « Pas tout. » Isabelle s'endormit finalement, inconsciente de la tension dans l'air. Clara la posa délicatement dans le berceau, comme si le bébé était fait de cristal. Quand elle se retourna, le baron était juste derrière elle, si proche qu'elle dut lever le visage pour le regarder. « Clara, » dit-il, et il y avait tant de poids dans ce nom, tant d'émotions contenues. « Non, » murmura-t-elle, « s'il vous plaît. Non, non. »« Quoi ? » ?»« Ne dites pas ce que vous voulez dire. Ne faites pas ce que vous voulez faire, parce que si vous le faites, il n'y aura pas de retour en arrière. Et je ne sais pas si je suis prête pour ça. » Il leva la main, hésita, puis écarta doucement une mèche de cheveux de son visage. Le toucher fut léger, presque révérencieux. « Je ne sais pas non plus si je suis prêt, mais je sais que je ne peux plus faire semblant que vous n'êtes que la nourrice, que ce n'est qu'un arrangement de travail, parce que ce n'est pas le cas. Vous êtes devenu essentiel pour Isabelle, oui, mais aussi pour moi. » Clara sentit les larmes brûler. « C'est de la folie. Nous nous connaissons depuis 4 mois. Votre femme est morte il y a 4 mois. Mon fils est mort il y a 4 mois. Ce n'est pas assez de temps pour... Pourquoi ? Pour sentir que je ne veux jamais vous voir partir. Pour réaliser que je me réveille tous les jours en pensant à vous voir. Pour admettre que quand je suis avec vous et avec Isabelle, pour la première fois depuis la mort de Cécile, je me sens entier. Augustin.
C'était la première fois qu'elle l'appelait par son prénom consciemment. Il ferma les yeux en entendant son nom sur ses lèvres. « Dites-le encore », répéta-t-elle, et cette fois, cela sonna comme une reddition. Il ouvrit les yeux, et ce que Clara y vit la fit oublier toutes les raisons pour lesquelles cela était mal, impossible, voué à l'échec. Il s'inclina lentement, lui donnant tout le temps du monde pour reculer, mais elle ne recula pas. Elle resta là, presque sans respirer, pendant qu'il approchait son visage. Le baiser fut doux, presque hésitant, un effleurement de lèvres qui semblait une question. Clara répondit, se permettant de fondre dans ce moment, dans cette connexion impossible. Quand ils se séparèrent, tous deux tremblaient. « Que Dieu me pardonne », murmura Clara. « Qu'avons-nous fait ?»« Rien qui n'aurait pas dû arriver il y a des semaines, » répondit-il, appuyant son front contre le sien. Du berceau, Isabelle fit un petit bruit dans son sommeil, et ce fut comme si quelqu'un leur avait jeté de l'eau froide. La réalité revint avec force. « Je dois y aller », dit Clara en s'éloignant. « Clara, attendez. »« Non, je dois réfléchir. Je dois y aller. » Elle courut pratiquement hors de la chambre vers la sécurité de son propre espace. Elle verrouilla la porte et se laissa tomber sur le lit, le cœur battant si fort qu'il semblait qu'il allait sortir de sa poitrine. Qu'avait-elle fait? Elle avait embrassé le baron, elle avait enfreint toutes les règles qu'elle s'était elle-même fixées. Elle avait franchi la ligne qu'elle avait juré de ne jamais franchir. Et la partie la plus effrayante était qu'elle ne le regrettait pas le moins du monde. Clara ne put dormir cette nuit-là. Elle resta à regarder le plafond, revivant chaque seconde de ce baiser, se haïssant de vouloir que cela se reproduise. Le matin, elle avait de profondes cernes et les mains tremblantes lorsqu'elle prit Isabelle pour la première tétée. Le baron n'était pas dans la chambre. Bénédicte dit qu'il était parti tôt pour régler des affaires en ville. « Il a laissé un mot », dit la jeune fille, tendant une enveloppe à Clara. À l'intérieur se trouvait un court billet écrit de la main élégante du baron. « Clara, je suis parti en ville pour des affaires urgentes. Je reviens demain. Je vous demande pardon si je vous ai mise dans une position inconfortable hier soir. Ce n'a jamais été mon intention, mais je ne peux m'excuser de ce que je ressens. » Clara froissa le papier et le jeta dans la cheminée de la chambre, mais les mots restèrent gravés dans son esprit. Elle rendit visite à sa mère cet après-midi-là, ayant besoin de conseils, de perspectives, de quelqu'un qui la connaissait assez bien pour lui dire la vérité. Madame Annette était dans la cour de la maison des métayers, étendant du linge sur l'étendoir. Quand elle vit sa fille s'approcher, elle lut immédiatement sur son visage que quelque chose n'allait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Clara raconta tout. Le baiser, les sentiments, la confusion qui consumait son cœur. La vieille blanchisseuse l'écouta en silence, puis soupira profondément. « Tu es tombée amoureuse de lui? Non. Je ne sais pas ce que je ressens, mais la passion, non. Cela ne peut pas être. » Pourquoi pas? Tu es une jeune femme veuve. C'est un homme encore jeune, veuf. Vous partagez la maison, vous partagez les soins d'un enfant. Il serait étrange de ne pas développer de sentiments. Mais maman, cela ne fait que 4 mois. 4 mois depuis que j'ai perdu Gabriel, depuis qu'il a perdu Cécile. Les gens diront que nous n'avons pas de respect pour les morts. Les gens diront toujours quelque chose. Madame Annette s'assit sur le seuil de la maison, tirant sa fille pour qu'elle s'assoie à ses côtés. La question n'est pas ce que les gens vont dire. La question est « L'aimes-tu » Je ne sais pas. Je ressens quelque chose de fort. Mais comment puis-je savoir si c'est de l'amour ou si c'est juste que nous sommes tous les deux brisés et que nous nous accrochons l'un à l'autre parce que c'est plus facile que d'affronter la douleur seule? Et si c'était les deux? Clara regarda sa mère, surprise. Parfois, continua Madame Annette, l'amour naît précisément de cela, de 2 personnes brisées qui se rencontrent et découvrent qu'ensemble, elles peuvent être entières à nouveau. Il n'y a rien de mal à cela. Mais et si nous nous trompons? Et si ce n'est que du désespoir, de la solitude? Et si quand la douleur passera, nous réalisons qu'il n'y a rien de réel là? Et s'il y avait?
La vieille prit la main de sa fille. « Ma petite, tu as toujours été trop prudente, toujours à calculer chaque pas, toujours peur de te tromper. Mais parfois dans la vie, il faut faire un saut de la foi. Et si je tombe? Si tu tombes, tu te relèves, comme tu l'as toujours fait. » Clara appuya sa tête sur l'épaule de sa mère, se sentant de nouveau comme une enfant. « J'ai tellement peur, maman, peur de me blesser, peur de le blesser, peur de blesser Isabelle. » Isabelle. Madame Annette réfléchit. C'est une considération importante. Tu es déjà sa mère à tous égards. Si toi et le baron vous mettez ensemble, cela officialiserait les choses. Mais cela signifierait aussi que si les choses tournaient mal, tu ne perdrais pas seulement un compagnon, tu perdrais aussi la petite. C'était ce que Clara craignait le plus. Elle s'était attachée à Isabelle d'une manière qu'elle n'avait jamais imaginée possible. La petite n'était pas un substitut pour Gabriel, c'était sa propre personne, avec sa propre personnalité émergente. Et Clara l'aimait comme si elle l'avait mise au monde. « Je ne sais pas si je pourrais survivre à la perte d'un autre enfant, » avoua-t-elle. « Alors, tu dois être sûr avant de faire quoi que ce soit, sûr de tes sentiments, sûr des siens, et surtout, sûr qu'il te veut non seulement comme mère de sa fille, mais comme compagne, comme égale. » Clara passa le reste de la journée à penser aux paroles de sa mère. Quand elle rentra au château, elle trouva une lettre qui était arrivée pour le baron. C'était de son avocat à Marseille. Rose, qui avait reçu le courrier, commenta avec désinvolture « C'est à propos de l'héritage de Madame Cécile. Il semble qu'il y ait plus de propriétés et de biens que tout le monde ne le pensait. » Cela fit réfléchir Clara. Le baron était riche, très riche, et elle était une blanchisseuse. Même s'il la voulait vraiment, que dirait la société d'un baron qui épouserait une femme du peuple? Il serait ridiculisé. Isabelle grandirait en entendant des ragots sur ses parents. Non, plus elle y pensait, plus cela semblait impossible. Cette nuit-là, allongée dans son lit, Clara prit une décision. Quand le baron reviendrait, elle aurait une conversation franche avec lui. Ils établiraient des limites claires, redeviendraient employés et employeurs. C'était plus sûr ainsi, plus sensé. Mais quand elle entendit la calèche arriver le lendemain matin, quand elle entendit ses pas dans le couloir, son cœur trahit sa détermination, s'accélérant comme s'il avait une volonté propre. Il frappa à la porte de sa chambre, chose qu'il n'avait jamais faite auparavant.